Bienvenue sur notre chaîne. Une jeune femme rentrait chez elle après une soirée entre amis, mais elle n'y est jamais arrivée. Au début, personne n'aurait pu imaginer ce qui s'était passé. Mais dès que la police s'est impliquée, l'affaire a pris un tournant complètement inattendu, qui a rendu cette enquête vraiment unique. Et pourtant, malgré une montagne de preuves, les détectives ont eu du mal à résoudre l'énigme. Mais finalement, ils ont trouvé une pièce manquante, et la justice a finalement été rendue. Jessica Lynn Kaler est née le 8 mai 1982 à Austin, au Texas. Elle y a vécu avec ses parents et ses deux frères jusqu'à ce que la famille déménage plus tard dans une petite ville appelée Pflugerville. Jessica était chaleureuse, amicale et facile à vivre. Se faire des amis lui venait naturellement. Mais elle n'était pas seulement sociable. Elle était aussi incroyablement motivée. Même au lycée, elle avait un objectif clair. Elle voulait être enseignante. Pour réaliser ce rêve, elle s'est inscrite à l'Université d'État du Texas, où elle a obtenu sa licence en sciences. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Jessica a décidé de poursuivre ses études et de travailler à l'obtention d'une maîtrise. En même temps, elle a accepté un emploi d'assistante d'enseignement dans une école primaire. En plus de cela, elle travaillait à temps partiel dans une épicerie. Avec les prêts étudiants à rembourser et les factures qui s'accumulaient, elle n'avait pas d'autre choix que de jongler avec plusieurs emplois. Mais même avec son emploi du temps chargé, elle n'a jamais perdu son esprit positif. Jessica croyait que tout ce travail acharné finirait par payer, et elle était déterminée à y arriver. En septembre 2009, à 27 ans, Jessica équilibrait toujours ses études avec 2 emplois. Elle espérait qu'elle décrocherait bientôt un poste d'enseignante à temps plein dans son école et qu'elle pourrait enfin se concentrer sur la carrière dont elle avait toujours rêvé. Le 7 septembre, Jessica avait un jour de congé, alors elle l'a passé avec ses amis et sa cousine, Mélanie. Ils ont commencé la journée en traînant à la piscine. Puis sont allés dîner. Plus tard, ils se sont arrêtés dans un bar, ont joué au billard. Et quand la nuit s'est terminée, Jessica a pris le rôle de conductrice désignée, s'assurant que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité. Mélanie était la dernière qu'elle a déposée. À ce moment-là, il était presque 1h30 du matin. Elle a proposé à Jessica de passer la nuit, mais Jessica a refusé. Elle avait un service tôt à l'épicerie et devait s'arrêter dans un magasin ouvert 24 heures sur 24 pour acheter de la nourriture pour ses chiens. Alors, après avoir dit au revoir à sa cousine, elle est partie. Quelques heures plus tard, à l'approche du matin, Mélanie a reçu un appel d'une collègue de Jessica. Elle lui a dit que Jessica ne s'était pas présentée à son service, ce qui était assez étrange car Jessica n'avait jamais manqué le travail sans une bonne raison. De plus, à ce moment-là, elle avait été promue directrice de magasin, ce qui signifiait encore plus de responsabilités. Mélanie a commencé à s'inquiéter et a appelé quelques amis. Mais aucun d'eux n'avait eu de nouvelles de Jessica ce matin-là. Ensuite, elle a contacté son frère John. Lui et Jessica partageaient un appartement, mais il lui a dit qu'il ne l'avait pas vue non plus. John travaillait comme policier et avait commencé son service à 5h30 du matin. Il n'avait pas remarqué si Jessica était rentrée pendant la nuit et n'avait pas vérifié sa chambre avant de partir travailler. Inquiet, il est immédiatement rentré chez lui, mais Jessica n'était pas là. En fait, il ne semblait même pas qu'elle soit rentrée la nuit précédente. Ses chiens agissaient étrangement, presque comme s'ils n'avaient pas été nourris depuis un moment. Cela a déclenché des alarmes. Quelque chose n'allait vraiment pas. Sans perdre de temps, John a contacté ses collègues du commissariat de police, leur demandant de suivre le téléphone de Jessica. La police l'a localisée dans un restaurant non loin de chez elle. Mélanie et son petit ami se sont précipités sur les lieux, et ils n'ont pas tardé à repérer la voiture de Jessica sur le parking. Mais dès qu'ils se sont approchés et ont ouvert la porte, ils ont été confrontés à une vision horrible. Jessica était sur le siège du conducteur, complètement inconsciente. Son corps était couvert de coups de soleil visibles, et à l'intérieur de la voiture, il faisait une chaleur insupportable. Le petit ami de Mélanie a appelé la police, qui a envoyé des agents et une ambulance sur les lieux. Les ambulanciers ont confirmé que Jessica était morte, et son corps a été envoyé pour un examen plus approfondi. Mais une chose était déjà claire. Il semblait qu'elle avait été agressée. Pendant ce temps,
Les enquêteurs ont commencé à examiner la voiture de Jessica, et l'une des premières choses qu'ils ont remarquées était que le siège du conducteur était poussé beaucoup trop loin en arrière. Compte tenu des blessures sur son corps, les détectives ont soupçonné qu'elle avait peut-être été attaquée là, dans sa voiture. Ils ont également découvert que ses clés, son portefeuille et ses cartes de crédit avaient disparu. Sur le siège arrière, ils ont trouvé un sac de nourriture pour chien, ce qui suggérait que Jessica était là depuis la nuit précédente. Après tout, elle avait prévu de s'arrêter au magasin juste après avoir déposé sa cousine. Après avoir fouillé minutieusement la voiture, les détectives sont entrés dans le restaurant près du parking où la voiture de Jessica avait été retrouvée. Et c'est là que les choses ont pris une tournure choquante. Une employée du restaurant a dit aux enquêteurs que lorsqu'elle est arrivée au travail tôt ce matin-là, elle avait remarqué la voiture de Jessica. Mais à ce moment-là, Jessica était toujours en vie. Selon le témoin, Jessica était assise dans sa voiture complètement déshabillée et agissait étrangement, presque comme si elle était sous influence. Malgré la bizarrerie de la scène, l'employé n'y a pas prêté beaucoup d'attention et est entré pour commencer son service. Un peu plus tard, elle est ressortie. Cette fois, Jessica était assise à côté de sa voiture. Elle avait remis ses vêtements mais se comportait toujours bizarrement, assise là, se passant les mains dans les cheveux. La troisième fois que l'employé est sorti, Jessica était retournée dans sa voiture, se parlant à elle-même et faisant d'étranges gestes de la main. La police a trouvé plusieurs autres témoins qui avaient vu Jessica vivante ce matin-là, mais malgré son comportement inhabituel, personne n'a appelé à l'aide ou même vérifié qu'elle allait bien. Après avoir parlé aux témoins, les détectives sont retournés voir Mélanie et lui ont demandé si Jessica avait pu être sous l'influence de l'alcool ou de quelque chose de plus fort, mais sa cousine était catégorique. Jessica était complètement sobre cette nuit-là. Elle était la conductrice désignée responsable de ramener tout le monde à la maison en toute sécurité, et elle devait travailler le matin. Quant aux drogues, Mélanie a insisté sur le fait que Jessica n'y avait jamais touché de sa vie. Rien de tout cela n'avait de sens pour les enquêteurs, mais ils sont vite tombés sur une explication possible de ce qui s'était passé. Les médecins légistes ont trouvé des signes d'étranglement sur le corps de Jessica, des marques laissées par deux mains et une sorte de matériau, peut-être une corde ou une ceinture. Elle était également couverte de bleus et d'égratignures, et elle avait été gravement agressée. Selon les experts, le traumatisme qu'elle a subi aurait pu causer une lésion cérébrale, qui n'a été qu'aggravée par le fait qu'elle avait passé des heures assise dans une voiture chaude sous le soleil brûlant. Cela pourrait expliquer son comportement étrange, pourquoi elle semblait désorientée et n'a jamais appelé à l'aide. Très probablement, Jessica était tellement désorientée qu'elle ne réalisait même pas ce qui lui arrivait. Et à la fin, elle a succombé à ses blessures. Les rapports toxicologiques ont confirmé ce que sa cousine avait déjà dit. Il n'y avait ni alcool ni drogue dans son corps. Donc, si seulement l'un des témoins avait appelé à l'aide, les médecins auraient pu avoir une chance de sauver Jessica. Mais il était trop tard et les détectives devaient découvrir qui était responsable de sa mort. Ils se sont donc concentrés sur la recherche d'images de vidéosurveillance, mais il n'y avait pas de caméra près du parking où la voiture de Jessica avait été retrouvée. Pourtant, ils ont découvert une chose. Si elle avait acheté de la nourriture pour chien au milieu de la nuit, elle s'était probablement arrêtée au Walmart ouvert 24 heures sur 24 juste en face. Les détectives ont obtenu les images de sécurité du magasin et ont pu voir Jessica se garant sur le parking et entrant. Elle était seule et semblait aller parfaitement bien. Il n'y avait aucun signe que quelque chose n'allait pas. Elle est allée directement au rayon des aliments pour animaux, a pris un grand sac et s'est dirigée vers la caisse. Tout semblait normal, mais ensuite, alors qu'elle sortait du magasin, les détectives ont remarqué quelque chose d'intéressant. Quelques secondes plus tard, un homme l'a suivie à l'extérieur. En examinant d'autres images, les détectives ont vu que l'homme était arrivé au Walmart quelques minutes avant Jessica. Il s'est garé à l'extrémité du parking et est entré, mais au lieu d'entrer dans le magasin, il s'est dirigé directement vers les toilettes, puis est ressorti. En vérifiant la caméra d'entrée, les détectives l'ont vu marcher directement derrière Jessica, et il était pressé. Mais ensuite, ils ont rencontré un problème. La voiture de Jessica était garée juste derrière un grand arbre, bloquant complètement la vue des caméras. Mais les images ont suffi à suivre les mouvements de l'homme. Il s'est dirigé vers la voiture de Jessica, disparaissant derrière l'arbre, et n'est jamais ressorti. 2 minutes plus tard,
La voiture de Jessica a quitté le parking. Une autre caméra l'a ensuite capturée arrivant sur le parking du restaurant où elle serait retrouvée le lendemain matin. Un peu plus tard, quelqu'un est sorti de la voiture de Jessica. Cette personne a traversé le parking, se dirigeant directement vers le parking du Walmart, où elle est montée dans le même véhicule que celui dans lequel l'homme suspect était arrivé plus tôt. À ce stade, les détectives étaient presque certains que cette personne était directement impliquée dans le meurtre de Jessica. Mais il y avait un problème. Les images de surveillance étaient trop mauvaises pour l'identifier clairement, lui ou son véhicule. Pourtant, les détectives n'étaient pas à court d'options. Puisque les cartes de crédit de Jessica avaient disparu, ils ont vérifié ses comptes pour toute activité récente. Et c'est là qu'ils ont trouvé une piste. Une de ces cartes avait été utilisée dans une station-service environ 20 minutes après que sa voiture a été laissée sur le parking du restaurant. Les détectives ont récupéré les images de surveillance de la station-service et ont immédiatement repéré le camion rouge que leur suspect conduisait. Et quand ils ont vérifié la caméra près de la caisse, leurs soupçons ont été confirmés. C'était le même homme. Maintenant, ils avaient la preuve que cette personne avait la carte de crédit de Jessica, et cela ne faisait que le rendre encore plus coupable. Ils ont diffusé des images du suspect dans son véhicule aux informations, demandant au public toute information sur cet homme. Pendant ce temps, les détectives ont continué à chercher d'autres preuves, mais ils n'ont rien trouvé. Les jours ont passé sans avancée majeure jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel d'une femme nommée Leslie. Elle leur a dit que l'homme sur les images ressemblait beaucoup au meilleur ami de son fiancé, Crispin Armel, 29 ans. Mais ce n'était pas tout. Selon Leslie, Crispin était censé passer ce soir-là pour rembourser l'argent qu'il devait, mais il n'est jamais venu. Plus tard, quand elle a vu le reportage sur le meurtre de Jessica, elle l'a immédiatement reconnu sur les images de surveillance. Elle ne pouvait pas croire qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi horrible, mais elle savait qu'elle devait contacter la police. Les détectives ont commencé à enquêter sur les antécédents de Crispin et ont rapidement découvert un détail intéressant. Quelques semaines seulement avant le meurtre de Jessica, un agent de patrouille l'avait arrêté pour avoir conduit avec un permis expiré. Lorsque les enquêteurs ont examiné les images de la caméra corporelle de l'agent, ils ont confirmé que Crispin ressemblait beaucoup à leur suspect. Plus révélateur encore, il portait exactement la même casquette de baseball que l'homme sur les images de surveillance. 5 jours après le meurtre de Jessica, la police s'est rendue au domicile de Crispin. Immédiatement, ils ont remarqué son camion. C'était le même modèle que celui capturé par la caméra. Mais quelque chose n'allait pas. Il semblait que Crispin avait apporté quelques modifications esthétiques. Les détails chromés qui étaient visibles sur les images étaient maintenant peints en noir. Lorsque les détectives ont frappé à sa porte, Crispin les a immédiatement surpris. Sans hésitation, il a admis avoir rencontré Jessica cette nuit-là. Selon lui, il s'était connecté via un site web pour adultes et avait convenu de se rencontrer pour une aventure sans engagement. Crispin a affirmé qu'ils s'étaient rencontrés sur le parking du Walmart où il était monté dans la voiture de Jessica. Selon lui, elle les a ensuite conduits dans un parc où ils ont eu des relations sexuelles consenties avant qu'elle ne le ramène au Walmart. Avant qu'ils ne partent, ils se sont assis dans sa voiture et ont discuté pendant un moment. Il lui a dit qu'il avait des difficultés financières, et selon sa version des faits, Jessica lui a donné sa carte de crédit pour qu'il puisse payer l'essence. Ensuite, ils se sont dit au revoir et ont pris des chemins différents. Le lendemain, lorsqu'il a vu des reportages sur le meurtre de Jessica, Crispin a dit qu'il avait paniqué. Craignant d'être accusé, il a jeté la carte de crédit et repeint des parties de son camion. Même si Crispin a raconté cette histoire avec assurance, les détectives savaient que ce n'était qu'un mensonge. Cela ressemblait à une tentative désespérée d'échapper aux poursuites. Les images de surveillance à elles seules suffisaient pour démolir sa version. Il a affirmé qu'ils avaient convenu de se rencontrer sur le parking du Walmart, mais il n'a jamais approché Jessica avant qu'elle ne retourne à sa voiture. Ensuite, il a dit qu'elle l'avait ramenée après leur supposée rencontre, mais les caméras racontaient une histoire différente. Elle le montrait clairement revenir à son propre camion seul. La voiture de Jessica n'a jamais bougé du parking jusqu'au lendemain matin, et personne d'autre ne s'en est approché. Les détectives ont saisi le téléphone et l'ordinateur de Crispin, ainsi que les appareils de Jessica.
Comme il le soupçonnait, il n'y avait aucune trace de communication entre eux. Pas de message, pas d'appel, rien. En fait, Jessica n'avait jamais visité le site web pour adultes que Crispin prétendait avoir utilisé pour organiser la rencontre. Mais lorsque les enquêteurs ont fouillé l'ordinateur de Crispin, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Quelques heures seulement après que la police a découvert le corps de Jessica, il avait recherché et lu plusieurs articles de presse sur son meurtre. Les amis et la famille de Jessica ne croyaient pas non plus à son histoire. Selon eux, elle n'était pas le genre de personne qui chercherait une aventure d'un soir, encore moins rencontrer un parfait inconnu sur un parking au milieu de la nuit. Ce n'était tout simplement pas elle. En plus de cela, elle avait déjà dit à ses amis qu'elle devait dormir un peu avant son service du matin et qu'elle devait encore nourrir ses chiens. Il n'y avait aucune chance qu'elle soit sortie pour un rendez-vous secret tard dans la nuit. Les enquêteurs croyaient que Crispin faisait tout son possible pour rejeter la faute. Mais avec tant de preuves accumulées contre lui, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse trouver une excuse crédible. Sur la base des images de surveillance, les détectives ont reconstitué ce qu'ils croyaient s'être réellement passé. Crispin a probablement repéré Jessica à l'intérieur du Walmart. Il l'a suivie jusqu'à sa voiture, est monté et a utilisé des menaces pour l'empêcher de crier ou de se défendre. De là, il l'a peut-être forcé à conduire jusqu'à un parc voisin, où il l'a agressé avant de retourner sur le parking près du Walmart, plus près de son propre camion. Avant de partir, il l'a étranglé et a volé son portefeuille et ses cartes de crédit. Lorsque la police a confronté Crispin à cette version des faits, il a cessé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Malgré les preuves accablantes contre Crispin, les enquêteurs ont été confrontés à un défi de taille, qui aurait pu mettre en péril toute l'affaire. Le fait que Jessica soit restée en vie pendant plusieurs heures après l'attaque a créé un obstacle juridique majeur. Le problème était que les experts médicaux ne pouvaient pas dire avec une certitude absolue pourquoi cela s'était produit. Les cas comme le sien étaient si rares que la science médicale ne les avait tout simplement pas étudiés assez en profondeur. Comme nous le savons, la cause officielle du décès a été répertoriée comme étant un étranglement. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'y avait jamais eu un seul cas documenté d'une personne étranglée, survivant pendant des heures tout en marchant et en parlant, puis mourant plus tard en conséquence directe de cette attaque. Parce que plusieurs témoins avaient vu Jessica vivante, le procureur n'était pas certain qu'un jury rendrait un verdict de culpabilité. La seule chose qui pouvait vraiment sceller l'affaire était une confession. Mais Crispin a refusé d'admettre quoi que ce soit. Les détectives se sont retrouvés dans une situation incroyablement difficile. Ils étaient certains que Crispin était responsable du meurtre de Jessica. Personne d'autre que lui n'aurait pu commettre physiquement le crime. Mais parce qu'elle était restée en vie jusqu'au matin, il y avait un risque réel que l'affaire s'effondre au tribunal. Dans l'espoir de renforcer leur dossier, les enquêteurs ont fouillé la voiture de Jessica à la recherche de preuves supplémentaires. Mais ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, rien qui puisse lier directement Crispin à la scène de crime. Pourtant, les procureurs ont trouvé une stratégie. Ils l'ont accusé de falsification de preuves en relation avec l'affaire de Jessica. Comme nous le savons, Crispin avait admis avoir jeté sa carte de crédit et repeint son camion. 2 tentatives claires pour dissimuler ses traces. Puisqu'ils avaient ses propres mots comme preuve, ils avaient au moins de quoi le tenir responsable d'un crime pendant qu'il continuait à travailler pour construire un dossier plus solide. En mai 2010, Crispin a plaidé coupable et a été condamné à 10 ans de prison pour falsification de preuves. Mais les détectives n'avaient pas l'intention d'abandonner. Ils étaient déterminés à obtenir justice pour Jessica. Et pour ce faire, ils avaient besoin d'une preuve scientifique solide reliant directement Crispin au meurtre. Pendant des années, ils ont continué à chercher sans aucun progrès. Mais en 2013, ils sont tombés sur un article scientifique qui a tout changé. Cet article décrivait des cas où l'étranglement n'entraînait pas une mort immédiate, comme c'est généralement le cas. Au lieu de cela, il déclenchait ce qu'on appelle le syndrome de mort retardée. Une condition où les victimes souffrent de lésions cérébrales qui provoquent confusion, désorientation et incapacité à demander de l'aide. Tout dans l'article correspondait parfaitement au comportement de Jessica après l'attaque. Il appuyait également la conclusion initiale du médecin légiste selon laquelle elle avait probablement subi une lésion cérébrale,
ce qui l'avait laissée inconsciente de son état jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les détectives ont immédiatement contacté l'auteur de cet article et ont commencé à monter un dossier de meurtre contre Crispin, cette fois appuyé par une science médicale de pointe. En mai 2014, Crispin a été officiellement arrêté pour meurtre, mais il a continué à insister sur son innocence. Au cours du procès, son avocat de la défense s'est concentré sur un point clé. Il n'y avait aucune preuve ADN reliant Crispin au crime. L'accusation avait fait valoir que Jessica s'était défendue pendant l'attaque et avait probablement griffé son agresseur, ce qui aurait dû laisser des traces d'ADN sous ses ongles. Cependant, les experts médico-légaux de l'accusation ont souligné un facteur crucial. Jessica avait passé des heures dans sa voiture, piégée dans une chaleur extrême. À des températures aussi élevées, l'ADN se dégrade rapidement, et au moment où son corps a été examiné, tout matériel génétique sous ses ongles se serait déjà décomposé au-delà du point de récupération. En plus des preuves médico-légales, les procureurs se sont fortement appuyés sur la quantité écrasante d'images de surveillance, qui pointaient clairement la culpabilité de Crispin. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat de Crispin a remis en question l'exactitude des eurodatages vidéo utilisés par l'accusation. Lorsque les enquêteurs ont obtenu les images directement des caméras de sécurité, il n'y avait pas d'eurodatage dessus. Comme le calendrier exact des événements était crucial pour l'affaire, les procureurs ont utilisé un logiciel spécialisé pour retrouver l'eurodatage. Et ce seul détail a donné à la défense une opportunité pour semer le doute sur les preuves. L'avocat de Crispin a fait valoir qu'il s'agissait d'une violation grave car il n'avait jamais reçu de copie des images de surveillance avec les eurodatages ajoutés. En fin de compte, le juge a donné raison à la défense et a été contraint de déclarer un procès nul. Ainsi, Crispin a une fois de plus échappé à une condamnation, tout cela à cause de cet oubli. Cependant, il est resté en prison, continuant à purger sa peine de 10 ans pour falsification de preuves. Pendant ce temps, les procureurs ont immédiatement commencé à préparer un nouveau procès. Au cours des années suivantes, l'équipe juridique de Crispin s'est battue avec acharnement pour l'empêcher d'être rejugé, arguant qu'un autre procès violerait ses droits. Finalement, une cour supérieure a statué en faveur de l'accusation, ouvrant la voie à ce que la justice soit enfin rendue. Le nouveau procès a commencé en 2018, et cette fois, l'accusation s'est assurée de transmettre tous les détails à la défense. En fin de compte, ils ont réussi à convaincre le jury de la culpabilité de Crispin. Et il a finalement été reconnu coupable de meurtre. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les procureurs avaient choisi de ne pas demander la peine de mort, craignant que cela n'affaiblisse leurs chances d'obtenir un verdict de culpabilité. Ils savaient que l'argument du syndrome de mort retardée pouvait encore semer le doute dans l'esprit des jurés. Et dans les affaires de peine de mort, une condamnation exige une certitude absolue. Quelques années plus tard, Crispin a tenté de faire appel de sa condamnation, mais sa demande a toujours été rejetée. En conséquence, il reste derrière les barreaux sans presque aucune chance de jamais être libre. La famille de Jessica a remercié les enquêteurs et les procureurs pour leur poursuite acharnée de la justice, même s'il a fallu 9 longues années pour arriver à un verdict. Cependant, ils ont également admis qu'avant la condamnation, ils avaient espéré que cela leur apporterait un soulagement. Mais en réalité, aucune punition pour Crispin ne pourrait jamais vraiment atténuer leur douleur. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?